bienvenue pour ce deuxième débat à nos invités lillois, qui sont Éric Dilly, candidat du Front National, bonjour. Christophe Ithier, candidat de La République En Marche, bonjour. François Lamy, le candidat du Parti Socialiste, bonjour. Bonjour. Nicolas Lebas, candidat UDI LR, bonjour. Et Adrien Quatennens, candidat de la France Insoumise, bonjour. Alors on commence aussi par la vision que vous avez de votre rôle de député. Voyez-vous votre mandat davantage comme un mandat national ou local, et surtout, comment allez-vous concrètement rendre des comptes aux électeurs? Christophe Ithier. Alors, d'abord, c'est une élection nationale, puisqu'elle suit l'élection présidentielle. Donc l'enjeu de cette élection, c'est oui ou non, donne-t-on une majorité claire au nouveau président de la République, et continuons-nous sur les tendances, sur les orientations qui sont posées aujourd'hui. Et comment allez-vous rendre des comptes si vous êtes élu? C'est déjà au travail, puisque dans notre mouvement, la place du citoyen est extrêmement importante. Ça fait partie de l'ADN de notre mouvement. Et donc, nous avons des comités. J'ai un comité de soutien aussi qui est présidé par Patrick Goldstein, qui va contribuer au contrôle de mon activité auquel je rendrai compte. Nicolas Lebas, plus sur le terrain, plus à l'Assemblée, autant, et comment rendre des comptes? Autant, parce que le rôle du député, c'est évidemment à la fois de faire la loi, de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi de libérer les énergies dans le territoire de la circonscription. Et donc, à ce titre, comme je le pratique comme maire depuis une quinzaine d'années maintenant, eh bien, j'entends rester en contact permanent avec les forces vives de la circonscription, les associations, les chefs d'entreprise, notamment en organisant pas simplement une permanence dans un bureau, dans une tour à Lille, mais bien dans les quartiers, auprès de chacun des citoyens. François Lamy, on rappelle que vous êtes député sortant de l'Essonne, donc vous connaissez le job déjà. Oui, bien sûr. Le rôle du député, il est double. Il est bien entendu d'abord et avant tout, et surtout après la loi contre le cumul des mandats, il est d'abord et avant tout à l'Assemblée nationale. Et le rôle d'un député de gauche dans ce quinquennat, ça va être à la fois de contrôler, d'amender les textes présentés par le gouvernement et de protéger les citoyens par rapport à ce qui se prépare. Et puis, sur le terrain, moi j'ai toujours coutume de dire, le député, c'est pour les citoyens un ouvreur de porte vis-à-vis des administrations pour ses difficultés, et puis une aide pour les élus, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qu'il faut aller porter à l'intérieur des ministères. Éric Dilly, d'abord un député national d'opposition, comme le disait Marine Le Pen tout à l'heure. Je crois que le premier rôle d'un député, c'est d'abord de voter des lois justes. Et on en a beaucoup besoin actuellement. Le deuxième rôle, c'est d'être à l'écoute des citoyens, et ils en ont aussi très besoin. Et vous rendrez compte comment? Et aujourd'hui, je ne sais pas comment on va en rendre compte, parce qu'on va assister, si on en croit la rumeur sondagière, à une représentation politique, un raz-de-marée de M. Macron. Donc 60% de la population française ne sera pas représentée. Et donc, je crois que c'est là qu'il va falloir faire un gros effort pour pouvoir redonner enfin la parole aux Français. Adrien Quatennens, votre conception du mandat? Oui, c'est vrai que le député, il est élu sur une circonscription, mais géographiquement parlant, c'est peu opérant pour le citoyen qui se reconnaît dans une ville, un département ou une région, mais relativement peu dans une circonscription. Vous avez une rue qui est coupée en deux, les chiffres pairs, les chiffres impairs. Donc, on est élu sur cette circonscription, mais en réalité, on est député de la nation. Donc pour nous, pour la France Insoumise, le député, il est au service de la mobilisation du peuple, il l'éclaire, il l'accompagne, et effectivement, il rend compte de son mandat, et surtout, il est un député exemplaire et vertueux. Alors, on rentre dans le dur. Le président veut aller vite sur la réforme du Code du travail. Le Premier ministre, Édouard Philippe, l'a confirmé hier en conférence de presse. Les ordonnances qui vont permettre, entre autres, de décrocher de la branche pour négocier de nombreux sujets dans l'entreprise pourraient être présentées au Conseil des ministres d'ici au 20 septembre. Aller vite pour fluidifier le marché du travail et enclencher la création d'emplois. Vous, candidat député Adrien Quatennens, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous soutenez ou est-ce que vous combattez? À 3 jours du premier tour de l'élection législative, je veux que les Français mesurent bien que ce qui est en train de se passer est très grave. Puisque derrière la loi El Khomri, que le gouvernement du Parti Socialiste avait déjà impulsée, maintenant le gouvernement d'Emmanuel Macron s'engouffre et va véritablement aggraver la situation. Puisque toutes les dispositions qui avaient été retirées de la loi El Khomri vont être ramenées par la fenêtre, notamment sur les indemnités prud'homales. Donc il s'agit véritablement de s'opposer, parce que les 18 millions de personnes qui travaillent dans le secteur privé vont se retrouver avec un code du travail par entreprise. C'est aussi absurde que si on avait un code de la route par rue. Éric Dilly, vous croyez aussi, comme Libération ce matin, qu'il y a encore des choses sous le tapis, contrairement à ce qu'a voulu rassurer Édouard Philippe hier? Mais je crois que M. Macron était parfaitement clair dans sa campagne. Il a expliqué que la France devait s'ajuster à l'économie allemande. Ça tient à un chiffre. Les entreprises françaises payent 160 milliards d'euros de charges et de fiscalité supplémentaires à l'Allemagne. Par conséquent, on va transférer 160 milliards d'euros, si c'est possible dans cette mandature, des entreprises vers les particuliers.
on va assister, et c'est promis, à la première augmentation de la CSG. Si les gens des Républicains s'associent avec la majorité présidentielle, on aura probablement la hausse de la TVA. Le résultat... Sur la réforme du Code du travail, vous allez la combattre si vous êtes élu ? Et je suis tombé sur un texte ce matin qui m'a fait réfléchir. La première loi sociale date du 21 mars 1841. Elle interdisait le travail des enfants de moins de 8 ans. Et elle permettait le travail des enfants de 8 à 12 ans, 8 heures par jour. Oui, mais là... Les libéraux, déjà à l'époque, se scandalisaient. C'est la situation qu'on trouve aujourd'hui au Bangladesh. C'est la Mais situation. quel rapport avec le programme Macron là Vous ne trouverez Et on fait tourner la jamais- parole. Vous ne trouverez jamais de quoi ajuster le coût du travail en fonction de la concurrence internationale. Si on ne remet pas des frontières, des protections à nos frontières, non, je ne vais pas dire protection, je vais dire libéralisme raisonné. Si on remet du libéralisme raisonné, Ouais. c'est-à-dire l'équivalent de ce qui existe dans l'agriculture, on va pouvoir Ok. peut-être sauver le code du travail et la vie sociale des gens. François Lamy, vous le combattez sur le terrain dans votre campagne, ce projet de réforme ? Oui, enfin, pour peu qu'on le connaisse. Pour peu qu'on le Parce connaisse. que, actuellement, on assiste à quoi? On assiste à une opération d'enfumage de la part du gouvernement. On essaie d'endormir tout le monde, les partenaires sociaux, les responsables politiques, en disant ne vous inquiétez pas. Et puis, heureusement que la presse fait son travail. On voit comme ce matin les notes qui commencent à sortir dans la presse de ce qui est préparé. Et c'est bien le danger. On est sur une grave menace sur les protections individuelles et collectives des salariés. Parce qu'effectivement, c'est la concurrence par le bas organisée entre les entreprises. C'est ça qu'on est en train de nous préparer et sur des choses importantes, puisque quand un cabinet de ministres, et moi je sais comment ça se passe, quand un cabinet de ministres interroge une direction en disant, voilà, sur le contrat de travail, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça, c'est le contenu des ordonnances. Parce que la loi qu'on va nous présenter après le deuxième tour des élections législatives, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on nous la Ce serait une présente loi pas d'habilitation. Et pourquoi est-ce qu'on nous la montre pas maintenant? Ça serait plus clair vis-à-vis des électeurs. Alors, Pardon? Il me semble, il y a une phase de eh concertation. ben Christophe Itier, allez-y, répondez, Oui, et voilà. puis ce sera à vous ensuite, En Nicolas fait, Lemoine. on va peut-être essayer de sortir de la caricature et de l'idéologie. Moi, je suis On un est dans le concret. je suis un emploi. Ben, écoutez, moi, le concret, je le pratique, le droit du travail, au quotidien, ce qui n'est pas le cas ici de vous, par exemple. Est-ce que vous avez déjà présidé une négociation? En tant que Une parlementaire, Est-ce que vous avez déjà... je m'en suis occupé du Est-ce que droit vous... du travail. Ah non, vous êtes Alors, occupé, mais cette est-ce que vous l'avez réforme du pratiqué? Code du travail, est-ce qu'il y a des choses sous le tapis? En fait, c'est ça. Là. D'abord, à chaque fois, on nous refait le même cirque, c'est-à-dire que si on avait présenté une loi, on nous aurait dit quelle place pour la concertation. Ils nous présentent une méthode qui vise à faire une concertation intense avec les partenaires sociaux. Je vous rappelle qu'il y a 1 mois et demi de concertation avec pratiquement 50 réunions qui sont programmées d'ici le 21 juillet. Donc les partenaires sociaux vont discuter de ce projet de loi et c'est seulement à l'issue de cette discussion qu'on va... Moi, j'ai fait une loi, Écoutez. je l'ai présentée et ensuite on a concerté avec les élus. Je vous dis simplement que Autour d'un texte. la méthode qui a été reprise par le gouvernement, c'est d'ouvrir cette concertation et ensuite d'aller vite parce qu'on a un problème aussi d'efficacité dans ce pays de l'action publique. Et que demain, si la majorité est très forte à l'Assemblée nationale, nous aurons une légitimité démocratique pour agir. Nicolas Lebas, si vous êtes élu, est-ce que vous approuverez la loi d'habilitation, les ordonnances, bref? Serez-vous un soutien Comme l'indiquait éventuel François Lamy, il est effectivement extrêmement difficile de se positionner sur des textes qui sont des intentions et quelques fuites dont on ne sait pas si elles sont organisées. Mais je suis un peu surpris par l'idée selon laquelle la solution au chômage, l'amélioration de la situation de l'emploi dans notre pays ne procéderait que de la réforme du Code du travail. Personne n'a dit ça. À l'évidence, un Personne. certain Vous nombre voulez dire que vous êtes carnet de d'allègements, commande, là, Ray un Personne ne l'a certain dit. nombre d'aménagements Personne sont ne l'a rendus dit. C'est nécessaires. votre Pas en même priorité, temps. monsieur Itier. Mais, Pas en même temps. mais néanmoins, la priorité des priorités pour résoudre la solution de l'emploi et du chômage dans notre pays, c'est évidemment la création d'activités. Bon, donc pourquoi ne pas donner d'abord la priorité à la création d'activités, à l'amélioration de la compétitivité de notre économie, en même temps qu'à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos citoyens, de nos Combien concitoyens. Donc vous verrez. Ça me paraît Combien mettez-vous sur la table Christophe prioritaire. Itier, Chiffrez. on va faire un Chiffrez tour votre de... programme. Parce que là, non, on est sur des principes. Oui. Donc moi, j'entends, il faut de la relance, il faut d'un côté protéger, d'un côté libérer. Très bien. Nous, c'est ce que nous allons faire en même temps. Alors, vous allez garder la Mais parole, vous on va êtes- faire un tour vous de êtes table pour dans le l'autre sens. fait que le contrat, parce que ça, pour moi, ça sera très clair. Vous êtes pour que le contrat soit défini, le contrat de travail soit défini Dans l'entreprise, à l'intérieur de c'est ça. l'entreprise. Bien sûr que non. Bien Pardon sûr que non. C'est des choses qu'on va, c'est des choses que c'est nous pourtant allons ce qui est sur la négocier. table. Donc, ça va être mis sur D'abord, la on table. va Alors, négocier. donc, On va c'est dans les négocier. tuyaux. Alors, je voudrais On va vous poser une négocier autre, dans les messieurs, On s'il va vous plaît. négocier. Enfin,
À un moment donné, il faut Une quand autre, même ouvrir une messieurs, s'il discussion. vous plaît, une autre question qui va quand même intéresser beaucoup de monde. On fait un tour de table en commençant par vous, Christophe Itier. Le Conseil des prud'hommes de Lille, par exemple, avec 2000 affaires jugées chaque année, est l'une des juridictions qui a le plus de contentieux à traiter et les licenciements en constituent au moins la moitié. François Hollande avait dû reculer à 2 reprises sur la volonté d'imposer aux juges des prud'hommes un barème pour indemniser les licenciements abusifs. Le Premier ministre a donc confirmé hier que ce barème serait bien mis en place pour les dommages et intérêts. Y êtes-vous favorable ? Évidemment. Évidemment, d'abord, tout le monde a y gagné, à la fois le salarié comme l'employeur. D'abord, il faut dire que les conditions, ce qui relève de la barémisation en fait, de ces licenciements, relève d'un certain nombre de motifs de licenciement, qu'il ne s'agit pas Là, on du parle du motif. licenciement abusif, sans cause Non, réelle mais- ni sérieuse. Hein. Oui. Donc on est sur des licenciements qui sont relativement ciblés. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait à la fois, quand on dit barémisation, ça veut dire aussi qu'il y a un plancher. Et c'est Il y a un aussi une plafond. sécurité Monsieur Itier, pour les Alors, on fait- salariés. Ça veut aussi dire que du coup, un employeur maintenant va savoir précisément combien va lui coûter le fait de licencier un salarié sans motif sérieux. Parce que vous Voilà, croyez- c'est en train de préparer. vous croyez Ça veut qu'au dire que regard- ce que vous croyez préparez, qu'au ça veut dire regard- que sur les salaires, Laissez-le. sur les salaires, sur la durée du travail, sur le contrat de travail, parce qu'il s'agit aussi de discuter des modalités de recours au CDD. Vous allez faire en sorte que tout se discute à l'échelle de l'entreprise. Derrière un trompe-l'œil progressiste, vous êtes en train de casser le code du travail. Or, le bilan de François Hollande, comme les études de parle pas l'OCDE, de montre François bien, Hollande. je vous l'ai déjà dit, Parlons de il n'y a pas de corrélation entre la baisse de la protection des salariés et la baisse du chômage. C'est une vue de l'esprit ce que vous mettez à l'œuvre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Allez, on fait Aujourd'hui, tourner la parole. nous avons recours dans les entreprises à des ruptures conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, c'est la loterie, c'est le rapport de force qui s'établit entre le salarié et l'employeur. On est d'accord? Qu'est-ce que va changer à ça le Alors, barème Éric Dilly, on va vers Éric un Dilly, juge. On s'il vous repasse plaît. vers un juge. Éric Dilly, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'employeur saura à l'avance le prix du licenciement abusif ? Comment peut-on fixer un préjudice a priori? C'est un non-sens juridique. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir une idée pareille, ou en tout cas, on n'est plus dans un état de droit. On n'est plus dans un état de droit, mais de toute façon, toutes les personnes qui sont ici savaient ce qui allait se passer. Ils ont tous voté et appelé à voter Macron. Je ne comprends pas leur surprise aujourd'hui. Mais non, pas de problème, ça c'est Alors, réglé. Mais voilà, vous C'est avez pour vous effectivement battu la seule candidate qui était en capacité de protéger le Code du travail, de protéger la protection sociale en France. Et vous l'avez fait en toute connaissance de cause. Assumez maintenant, monsieur. a- Lamy. Alors, Nicolas Lebas, Le fait même qu'il y ait un barème est effectivement protecteur à la hausse comme à la baisse, parce qu'effectivement, ça constitue un plancher. Mais est-ce qu'il y a ici, autour de la table, quelqu'un de bonne foi qui peut considérer qu'un employeur va s'évertuer à essayer de maximiser son profit en supprimant de l'emploi? Ça arrive. L'objectif, Quel est c'est bien l'intérêt, de alors maintenir. Quel est l'intérêt du barème, alors L'objectif, c'est bien de maintenir l'emploi et non pas de chercher à faire des profits sur le dos des salariés. Les chefs d'entreprise, ils créent de l'activité, ils créent de l'emploi et ils Pourtant, la ils doivent se flexibilisation, résoudre qui est à l'œuvre depuis effectivement, 5 ans, ils elle est sont au pas service dans un des seuls secteur S'il vous actionnaires. plaît, comme chacun celui de son Monsieur tour. Itier, ils doivent se Lamy. résoudre à licencier. Non, François mais Lamy. sauf que vous avez bien compris l'ensemble de la chaîne. C'est que les conditions du licenciement, les raisons pour lesquelles on pourra licencier quelqu'un, ça va être défini après, à l'intérieur de l'entreprise, avec des modalités en plus, puisque si on a bien compris dans les notes qui ont été demandées par le cabinet de la ministre, on est en train de réfléchir au fait que le chef d'entreprise pourra, par référendum, même s'il n'y a pas d'accord minoritaire, lui-même déclencher un référendum. Voilà. Vous écrivez l'histoire avant qu'elle se fasse. Mais non, S'il vous plaît. je vois bien ce qui est en train de Vous écrivez se l'histoire avant passer. qu'elle se fasse. S'il Je sais vous plaît. je sais comment fonctionne vous savez- une Non, autorité Christophe- gouvernementale. Et oui, je Eh oui. sais. Bah oui, j'ai On fait tourner la Vous êtes- parole, vous êtes messieurs. au courant On fait de ce tourner que- la parole et de on ce que va termine produire la la loi. parole. Quand on pose des Arrêtons. questions aux directions, c'est qu'on a une petite idée derrière la Et tête. qu'on a Alors, quelques interventions. on fait tourner la parole et on termine ce chapitre avec Adrien Quatennens. Moi, je dis que c'est d'une gravité absolue et je l'assume. Et je dis aussi, n'en déplaise à Monsieur Lamy, que je suis assez mal à l'aise, moi, de voir des représentants du Parti Socialiste pleurer des grandes larmes de crocodile avec ce qui va se passer, alors que c'est le gouvernement du Parti Socialiste qui a ouvert la brèche. Mais moi, Vous étiez député, vous avez censuré le gouvernement. Moi, je Vous avez me suis, participé à la je me censure du suis gouvernement. opposé à la loi El Khomri. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles, parce qu'on était un certain nombre à l'avoir fait à l'Assemblée nationale, que du coup, le gouvernement a déclenché le 49. Et vous ne pouvez pas apparaître comme un recours parce qu'on n'a jamais vu un incendie s'éteindre avec une boîte d'allumettes. C'est le gouvernement du Parti Oui, pas une Socialiste boîte qui a d'allumettes. démarré. C'est le gouvernement du Parti Socialiste qui a démarré ça. Oui, je Alors, déplore, un- je C'est la déplore. prolongement. Oui, mais s'il y a un problème de cohérence entre vous et votre parti, c'est un problème entre vous et vous-même. Mais à un moment Non, donné, mais il faut c'est un le problème régler. entre moi et les électeurs et je m'en explique. J'ai expliqué ce qui était bon dans le quinquennat de François Hollande et ce qui ne l'était pas. Alors, vous allez nous dire les uns après les autres si vous êtes favorable à ce projet de loi Bayrou, de loi une révision constitutionnelle pour plus
plus de transparence et de moralisation de la vie publique. Donc on va y revenir ensemble. Et je vous repose la même question qu'à vos collègues du Pas-de-Calais sur les nouvelles restrictions qui sont prévues pour les parlementaires, comme pas plus de 3 mandats, pas d'embauche de membres de sa famille, justifier ses factures concernant les indemnités et terminer la réserve parlementaire. François Lamy, est-ce que ça va dans le bon sens? Moi, je trouve que toutes ces mesures vont dans le bon sens. Il y en a plein d'autres, d'ailleurs. Oui, j'en ai cité quelques-unes qui concernent les parlementaires. Là. Oui, tout à fait. Mais il y a un oubli qui est dommageable, qui est une des promesses d'Emmanuel Macron, qui était la réduction du nombre de parlementaires pour pouvoir permettre à enveloppe constante d'augmenter leurs moyens. Oui, il avait annoncé 400 députés voilà. et il en reste 500. J'aurais aimé, mais peut-être qu'on aura l'occasion dans le débat parlementaire de pouvoir faire passer cette mesure. Mais il y a aussi le fait que sur les activités de conseil professionnel, parce qu'il y en a un petit sujet là actuellement avec Richard Ferrand, dont on s'est aperçu qu'il était à la fois conseiller des mutuelles et en même temps parlementaire à l'Assemblée nationale. Là, en revanche, il va falloir aller plus loin. Parce que la loi ne parle que d'encadrer et pas de supprimer. Christophe, vous êtes d'accord, il faut aller plus loin sur... voilà. Alors, le débat va s'ouvrir aussi sur cette loi. Moi, je pense que nous sommes dans les premiers engagements du président de la République qui vont s'appliquer, qui vont ouvrir le débat parlementaire sur ce sujet-là très rapidement. Et je pense que la mère des réformes, c'est celle du cumul des mandats dans le temps. Pas plus de 3 mandats pour un député. C'est-à-dire sortir de ces professionnels de la politique et donner de la respiration à notre démocratie pour qu'elle soit plus représentative. Certains disent qu'on ne va pas suffisamment loin sur le rôle et l'influence des lobbies à l'Assemblée. C'est ça le vrai sujet. C'est un projet de loi, donc il va y avoir un débat. Laissons les débats se faire. Il y a des commissions aussi qui vont y travailler. Donc on pose une architecture avec des engagements forts et ensuite laissons les parlementaires travailler. Sinon, à quoi sert le Parlement? D'accord. Nicolas Lebas, sur ce que vous savez, vous êtes prêt à voter? Pas plus de 3 mandats, je voterai. Je l'ai indiqué dans mon programme. La suppression de la réserve parlementaire, je l'ai indiqué dès le départ, dans la mesure où je considère que le rôle d'un député, ça n'est pas de distribuer des enveloppes, mais bien de voter des lois. La justification des IRFM me paraît aussi absolument essentielle. Ça, c'est l'indemnité de représentation de mandat. Exactement. Et en particulier lorsqu'on est élu d'un département, qu'on ne puisse pas dépenser ses IRFM dans d'autres départements où on envisagerait de se présenter aux élections législatives. Éric Dilly, je vous vois sourire. Vous êtes d'accord avec la proposition Macron-Bayrou? Oui, bon, écoutez, comment vous expliquez ça? La moralisation de la vie politique. Non, mais prenons un peu de hauteur, essayons de comprendre les choses. La moralisation de la vie politique, c'est tout simplement l'impotence du politique. Mettez-vous à la place des électeurs. Ça fait 30 ans que les choses empirent, qu'ils votent pour des personnes qui ne changent strictement rien. Imaginez bien qu'un jour ou l'autre, ils se poseront la question de savoir pourquoi on paye les politiques puisqu'ils ne font rien. Et donc, ils vont vous soupçonner nécessairement et en permanence. Ils vont exiger de vous la vertu puisque vous n'avez pas la compétence de changer leur vie. Donc, je crois aujourd'hui que la véritable révolution dont le pays attend, c'est justement qu'on prenne en main le destin des Français, qu'on change leur vie, qu'on leur apporte enfin le bien-être qu'ils n'ont pas, la sécurité qu'ils n'ont pas. Et donc, ils chercheront en permanence de faire la vertu de monsieur Hitler, de monsieur ceci, de monsieur cela. On me dit que vous êtes un petit peu en retard, Adrien Quatennens. Alors, globalement, sur l'intention, est-ce que vous y êtes favorable? Et plus dans le détail, est-ce que, si vous êtes élu, vous êtes prêt à voter le projet Bayrou-Macron? Mais il ne s'agit pas juste de nous donner nos bonnes intentions respectives, il s'agit de regarder le contenu précisément. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, nous l'avons dit, notamment sur la question aussi de la suppression de la Cour de justice de la République, qui était une juridiction particulière des ministres. Bon, ça va dans le bon sens. On rappelle que ça voulait dire que les ministres étaient jugés par des parlementaires et non pas par des juges. Il y avait des juges aussi. Mais c'est une réforme qui reste au milieu du gué, elle ne va pas au bout pour nous. À un moment donné, vu la situation de défiance face aux politiques, il faut arrêter de mettre simplement des rustines sur le pneu crevé, il s'agit de changer la roue. Donc nous, on est pour de nouveaux droits véritablement, notamment, et Jean-Luc Mélenchon a rencontré la semaine dernière François Bayrou pour lui faire des propositions, notamment sur la question du droit de révoquer les élus. Un élu qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris doit pouvoir être révoqué. Moi, personnellement, si je suis élu député, j'aimerais pouvoir être un élu révocable s'il ne respecte pas les engagements qu'il a pris. Prêt à voter? Mais tout ce qui va dans le bon sens, on ne va pas faire une opposition principielle. Tout ce qui va dans le bon sens, on le votera. Par contre, quand il s'agira de s'opposer, et il y a des sujets sur lesquels on sait qu'il faudra s'opposer, on s'opposera fermement. Merci. Alors, messieurs, vous savez que, évidemment, votre circonscription va être scrutée en haut lieu au niveau national, puisque le futur député de la première circonscription du Nord, celui du Beffroi de Lille, devra, au minimum, composer avec la maire de Lille, Martine Aubry. Les futures municipales de 2020, à votre avis, sont-elles en germe, inscrites dans ces législatives de 2017 et en quoi? On démarre par vous et un tour de table dans l'autre sens.
Écoutez, moi, ça m'ennuie particulièrement. Ça fait des semaines, des mois qu'on nous bassine avec le fait que si on vote pour François Lamy, a priori, on vote pour le prochain candidat PS à la municipale. On est là candidat pour être Moi, je l'ai jamais dit, législateur. Voilà, je sais. Par ailleurs, voilà, j'ai bien dit, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'était la presse qui nous l'a annoncé. Néanmoins, c'est une petite musique qu'on commence à entendre. Bien non, on n'est pas... Enfin, vous ne pouvez pas faire autrement que de constater que cette circonscription, c'est celle de la mairie de Lille. Et c'est difficile attendez, de faire abstraction de la maire de Lille. Bien sûr, me mais cette semble-t-il, non circonscription n'appartient à personne. J'ai entendu dans un des discours, je crois que c'était le suppléant de M. Lamy, qui disait il faut que la première circonscription reste dans les mains de Martine Aubry. Non, la première circonscription est dans les mains de ses électeurs. Et par ailleurs, je dis quand même, Martine Aubry, puisqu'il semblerait que son nombre plane sur l'élection, bon, moi je regrette certaines prises de position un peu caricaturales de sa part, notamment vis-à-vis de la France Insoumise, quand elle dit que la gauche de Mélenchon, c'est la gauche qui veut tout casser et qui ne veut rien gérer. Bon, à un moment donné, vous avez fait votre temps, laissez-nous gérer, vous allez voir qu'on fait ça très bien. On va peut-être laisser répondre François Lamy. On n'est pas candidat à la municipale ici. Non, mais on n'est pas. C'était une élection nationale. Mais c'est vrai que le rôle d'un parlementaire dans un territoire, voilà, c'est aussi le soutien, le travail avec les élus. Et moi, je travaillerai avec, bien entendu, Nicolas Lebas, s'il reste maire. Et si je suis l'élu, il sera resté maire. Voilà, avec la maire de Leuze. Et bien entendu, avec Martine Aubry. Mais je crois que c'est important aussi pour les électeurs. Et voilà, il y a une excellente équipe municipale qui fait du bon boulot sur Lille. Et donc, le fait d'avoir un parlementaire qui puisse dialoguer avec la maire de Lille, avec Martine Aubry, qui puisse travailler, je crois que c'est... Éric Dily, vous êtes conseiller municipal d'opposition. S'il vous plaît. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Lille. Donc, pour vous, l'ombre de Martine Aubry plane sur cette élection législative aussi ? Écoutez, je crois qu'on a tourné la page à travers les présidentielles du PS ici sur l'île. Est-ce qu'on va tourner la page de Martine Aubry après les législatives ? On verra bien. Mais bon, relativisons tout ça. Où serons-nous dans 3 ans ? Est-ce qu'on sera encore dans l'euro ? Est-ce qu'on en aura fini avec le terrorisme ? Est-ce qu'on aura fini avec tous les problèmes ? Trump sera-t-il encore président ? Enfin, si vous êtes élu, c'est après-demain et c'est après-demain que le travail bien sûr, commence. je serai toujours conseiller municipal, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'avenir aujourd'hui, sans Martine Aubry, est une perspective, Nicolas Lebas. de la plupart des Lillois. Si vous êtes élu, je rappelle que vous êtes maire de Fachtimini. Donc, absolument. si vous êtes élu, vous travaillerez aussi avec un autre maire, c'est le maire de Lille. Exactement. Mais je pense qu'il faut vraiment que vous intégriez, je le dis aussi à la journaliste que vous êtes, que le non-cumul des mandats de parlementaires et d'élu local amène chacun à changer de logiciel dans la manière de regarder la situation. Dorénavant, les parlementaires se consacreront en priorité, effectivement, à leur travail parlementaire. Bien sûr, vous ne serez en relation plus avec maire de Fachtimini pour l'instant, et un mandat de parlementaire n'a pas vocation à servir de marchepied pour la conquête d'un beffroi aussi élevé fut-il. Je pense qu'au contraire, la responsabilité du futur député de la circonscription, c'est de travailler avec les 3 maires, mais sans ambitionner de se substituer à eux. Christophe Itier, le candidat de La République En Marche, peut-être comme d'autres futurs députés du beffroi de Lille. Ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire des responsabilités, ça veut dire un travail républicain avec tous les maires de la circonscription. Ensuite, comme ça a été dit, je pense que le temps est venu de la clarification des niveaux de compétences de chacun. Le cumul des mandats, d'ailleurs, y concourt très largement. Le travail parlementaire dans la relation avec les citoyens, on voit bien que les citoyens attendent de manière très forte que chaque élu, à son niveau, investisse Pour vous, l'ombre de Martine Aubry ne plane pas sur l'élection ? Chaque chose en son temps. On est dans un plane sur l'ombre plane sur François Lamy. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on parle de la France, on parle de la circonscription, et à chaque chose. Mais les Lillois nous parlent de leurs difficultés. Et c'est vrai que sur le terrain, dans les porte-à-porte, on a parfois, effectivement, à trier entre les préoccupations qui sont de la responsabilité du parlementaire et les inquiétudes et les préoccupations qui sont celles et ceux des Lillois. Je pense que d'ailleurs, on est à un temps où on devient plus mature sur le plan démocratique et politique, c'est-à-dire qu'il faut aussi être beaucoup plus pédagogue en disant quel est le niveau d'intervention, quel est le niveau d'intervention d'un député, à quoi sert-il ? Je pense qu'il y a aussi de cela à faire dans le porte-à-porte. Et comme dirait l'autre, tout est lié réciproquement quand même. Hein. Alors, cette édition spéciale se termine, messieurs, déjà. Mais avant de vous donner la parole pour votre petit tour de table de conclusion, voici les noms des 20 autres candidats qui se présentent dans la première circonscription du Nord. Les autres candidats dans la première circonscription du Nord sont Anne Mikolajczak, Hugo Vandamme, Tristan Duval, Caroline Soual, Valentine Rambert, Abdelaziz Zadi, Pierre Rodriguez, Isabelle Koenig, Hervé Decaux, Virginie de César, Stéphane Etienne, Maxime Royer, Nicole Baudrin, Lucie Dubus, Camille Coilot, Patrice Henriot, Chantal Pott, Olivier Capel,
Véronique Demoliens, Slimane Abdelkafar. Et vous avez chacun, messieurs, 20-30 petites secondes pour conclure et nous dire pourquoi les citoyens devraient voter pour vous. L'ordre alphabétique, Éric Dilly. Oui. Merci, madame. L'élection d'Emmanuel Macron a apporté une chose en politique, une réforme, un bouleversement sur la forme. C'est très bien, mais il faudrait maintenant faire une véritable réforme sur le fond. Et je crois que je suis la personne qui, dans l'opposition, pourra apporter ce fond qui manque singulièrement dans cette élection. Christophe Itier. Écoutez, le choix de dimanche prochain est assez simple pour les électeurs. C'est soit on revient dans le monde ancien, celui des clivages idéologiques, on en a vu quelques-uns ici dans ce débat, soit on continue à confier les clés du pouvoir et des parlementaires à des professionnels de la politique qui n'ont fait que ça dans leur vie, soit on va sur le chemin du renouveau qui est aujourd'hui porté par le président de la République. François Lamy. Ben écoutez, on nous annonce par voie de presse aujourd'hui une majorité absolue pour le président Macron. Et moi, je pense qu'il est important que les concitoyens comprennent qu'on a besoin de députés de gauche qui fassent contrepoids, qui permettent de protéger des députés qui soient utiles, c'est-à-dire qui puissent choisir dans les textes qui est le meilleur pour nos concitoyens. Voilà, mais les députés qui aient de l'expérience, qui soient combatifs, parce que je pense que face à ce qui se prépare, la hausse de la CSG pour les retraités, face à la casse du Code du travail, il y a beaucoup d'inquiétudes et on a besoin de députés de gauche forts. Nicolas Lebas. Face à l'énumération impressionnante des 25 candidats dans cette circonscription, nos concitoyens sont perdus et je les invite aussi à regarder à qui ils peuvent faire confiance. Moi, ça fait 50 ans que j'habite la circonscription, 20 ans que je me suis consacré totalement à mes concitoyens à Fâche-Tuménil, que je pense avoir fait mes preuves en gérant convenablement les services publics, en maintenant une fiscalité raisonnable, en réduisant la dette. Et donc, fort de cette expérience, de la connaissance des besoins et des situations de nos concitoyens, je souhaite devenir leur député. Adrien Quatennens, c'est vous qui concluez. Bon, moi, je veux dire simplement qu'il y a dans le pays une petite musique qui laisse penser qu'il faudrait laisser sa chance à Emmanuel Macron, mais là n'est pas le sujet. Les Français veulent que les choses se passent dans le calme, mais il s'agit véritablement de regarder ce qui est à l'œuvre. Et si c'est laisser sa chance pour nous préparer la loi El Khomri puissance 10, alors effectivement, en donnant les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, c'est ainsi que ça va se passer. Donc je dis aux Françaises et Français, si vous voulez de la loi El Khomri puissance 10, votez pour M. Itier et les candidats d'Emmanuel Macron. Si vous voulez une opposition stable, sûre, sur laquelle vous pouvez compter, votez pour les candidats de la France Insoumise soutenus par Jean-Luc Mélenchon. Merci messieurs pour vos échanges. C'est la fin pratiquement de cette édition spéciale. Alors rendez-vous bien sûr dès 19h dimanche pour la grande soirée électorale régionale sur France 3 Nord-Pas-de-Calais pour le premier tour des législatives. À dimanche. Au revoir. Merci.